Thévenot, bonjour. Bonjour. Et bienvenue au Bistrot du Théâtre. Merci. À Montigny, je vous en prie. Au Bistrot du Théâtre, donc, pour ce nouveau numéro du Café Politique. Nous sommes un peu loin de vos terres, de Vélizy. Vous êtes limite de ma circonscription. C'est vrai, puisque vous êtes maire donc, de Vélizy et puis député de la 2e circonscription qui couvre une partie de Saint-Quentin-en-Yvelines. Voisin. Avec voisin et manie les hameaux. Vous êtes arrivé donc au poste de député tout récemment avec le départ de Valérie Pécresse. On va en parler, tout comme nous allons parler aussi de votre parcours. Je voudrais tout d'abord savoir un peu comment vous avez vécu vos premiers pas dans l'hémicycle. C'était il y a quelques semaines, quelques mois. Une intégration rapide, directe, dans le corps du sujet, parce qu'il a fallu parler de la loi du travail. Et non, après je pense que c'est plus facile quand on arrive à 3 petits nouveaux. Donc là, le groupe nous a accueillis et je pense que l'intégration se fait beaucoup plus vite. Alors justement, vous êtes arrivé en plein débat qui a été un petit peu tronqué autour de cette loi du travail. Une loi qui doit en plus vous intéresser particulièrement parce que ça aussi on en parlera, mais vous êtes chef d'entreprise. Donc cette loi travail vous concerne même directement. Peut-être une réflexion, une remarque sur ce recours au 49.3. Comment vous l'avez vécu ? Plutôt mal, mais en fait, parce que tout ça pour ça, quoi. À rigueur, il aurait mieux fallu qu'il passe le 49.3 dès le départ, comme ça on aurait eu une version qui est, comme je l'avais dit en campagne, que j'aurais voté, qui était plutôt bonne pour les entreprises. Là, on arrive à une version qui n'a plus rien à voir avec l'emploi, mais qui est faite pour les syndicats. Et aujourd'hui, quand vous voyez que les discussions se poursuivent, les manifestations aussi dans la rue, vous vous dites qu'ils ont raison de continuer à manifester, de demander malgré tout l'abandon de cette loi ? Alors raison, je dirais pas ça, mais que du coup, étant donné que le gouvernement a tout le temps écouté les syndicats étudiants, à défaut d'écouter les salariés ou les entrepreneurs, là maintenant rien les arrête, ils se disent voilà, on a gagné une fois, 2 fois, 3 fois, finalement c'est la loi du plus fort et on va obtenir peut-être encore d'autres contraintes pour les entreprises. Il faut continuer ou il faut qu'ils arrêtent ce mouvement ? Parce que là, déjà, il n'aurait jamais dû avoir lieu. On a l'impression que c'est un peu les zadistes de Nantes qui sont maintenant à Paris. Et puis quand on regarde l'état d'urgence et des rassemblements qui sont des rassemblements en fait de casseurs, de gens, quand je vois une pancarte, le travail c'est pas fait pour moi. Je pense que maintenant, il faut assumer, soit on est en état d'urgence, soit on ne l'est pas. La manifestation est autorisée, mais la casse non. Et comme c'est à chaque fois que de la casse, il faut tout arrêter. Et le gouvernement ne doit pas céder. Le gouvernement, de toute façon, je pars du principe que la liberté... François Hollande dit « je ne céderai rien ». Oui, mais il a déjà tout cédé. Donc là, je pourrais être d'accord avec lui, mais dans les faits, c'est tout l'inverse. On va poursuivre la conversation en salle dans un instant. Juste une dernière question. Vous êtes devenu maire en 2014. Vous êtes député depuis cette année. Est-ce que ça ne va pas trop vite pour vous ? Ça va plus vite que prévu, oui. Mais en fait, c'est passionnant. C'est pas ce que vous aviez prévu, en tout cas. C'est pas ce que j'avais imaginé si vite. Mais c'est bien complémentaire, c'est passionnant et à partir du moment où vous n'avez pas envie de faire 35 heures, je pense que ça peut être mené de front avec passion. Pascal Thévenot, nous allons poursuivre ce café politique, je vous en prie, je vous laisse passer en salle. Pascal Thévenot, député de la 2e circonscription, Les Républicains, maire de Vélizy, invité donc de ce café politique. Juste avant la courte pause, il était question de vos mandats de maire et de député. Justement, nous sommes allés réaliser un micro-trottoir dans votre commune de Vélizy. Nous sommes allés demander si être à la fois maire et député, donc le cumul des mandats, est-ce que c'était une bonne chose ou pas ? J'estime que c'est beaucoup de travail. Il faut un seul poste à la fois. Celui d'ici, à la limite, oui, peut être compatible, même si c'est un nouveau jeune maire, il n'est pas maire depuis longtemps, mais bon, pour d'autres, c'est beaucoup trop. Député, maire et compagnie, sénateur, voilà, ça fait beaucoup trop de mandats à mon sens. Ouais. Non, je suis désolée, je pense qu'on se consacre ou à sa ville, ou on se consacre à être député. Bien sûr, parce que maire c'est pour la ville et puis député c'est au niveau national, donc c'est bien, je trouve que c'est bien d'avoir un maire qui fasse les deux, je trouve très bien. C'est lamentable, qu'il ferait mieux tous de démissionner, que je suis anti-politique au maximum, que c'est une bande de pourris. C'est un homme capable d'avoir les deux postes. Alors les avis sont partagés. J'imagine que vous allez me dire que c'est positif, forcément, d'être à la fois maire et député. Oui, et puis quand on regarde, en fait, ceux qui s'intéressent un peu à la vie locale sont plutôt favorables. Ceux qui nous trouvent tous pourris, oui.
Vous leur dites quoi justement aux autres, à ceux qui disent tous pourris? Parce qu'il y a aussi une partie, au-delà de ce micro-trottoir, même sur la question du cumul, il y a quand même un certain désamour entre les politiques et les citoyens et les électeurs. Donc il y a des échéances électorales l'année prochaine. Alors, à nouveau d'ailleurs des élections législatives. Vous leur dites quoi? Je pense que ce qui attend nos électeurs, je le vois dans une campagne qui est finalement encore récente, il y a 2 mois, les électeurs, les gens attendent qu'on dise ce qu'on fait, qu'on fasse ce qu'on a dit. Merci. Et qu'on reste à l'écoute. Et je pense qu'à partir du moment où on est honnête avec eux, qu'on est honnête sur nos engagements, sur ce qu'on est aussi, parce que souvent on s'aperçoit qu'il y a des gens qui défendent des politiques, qui défendent autre chose que ce qu'ils sont vraiment. Je pense que c'est l'honnêteté et l'engagement et puis l'écoute. Vous pensez que ça peut suffire pour décider faire changer l'abstention? Non, je pense qu'après l'abstention, il faut que ceux qui sont dans la misère, dans la difficulté, considèrent qu'on s'occupe d'eux et qu'on arrête de dire vous avez tort en votant des extrêmes. Tous ceux qui sont partis à un moment du soutien dans des partis que je dirais démocratiques ou de partis de gouvernement, c'est pour qu'ils reviennent voter, il faut qu'ils aient conscience que ce qu'on propose, ce qu'on fait, c'est pour eux et qu'ils se sentent concernés. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont dans l'abstention ou qui sont dans les extrêmes considèrent qu'on ne s'occupe pas d'eux. Sur la question du cumul des mandats, néanmoins, la loi est là et elle pourrait interdire le fait d'être à la fois maire et député. Et si vous deviez choisir? Et bien en fait, la réponse ne va pas vous satisfaire, mais je n'aurais pas à choisir. Et je pense que maintenant, quand j'en discute en interne, au Sénat, il y a la droite et la gauche qui trouvent que en fait, finalement, donc c'est un beau mandat. On revient sur ça. Au Parlement, on est 70% de maires. Si on regarde bien, on est 3 élus récents, 3 maires. Et c'est un sujet que je n'ai... Si vous vous souvenez bien, pendant la campagne, j'avais 8 candidats en face de moi. Leur seule campagne a été sur le cumul, en m'insultant de temps en temps. Moi, j'ai affiché député maire sur mes affiches. Dans ma ville, ce qui ressort un peu de là, de ceux qui s'intéressent, ils étaient tous plutôt contents et maintenant plutôt fiers d'avoir un député maire. Dans la circonscription, plutôt contents aussi d'avoir un élu de terrain qui s'intéresse à eux. J'ai jamais eu la question. Et je pense que même quand je vois les lois que je porte ou quand je peux intervenir dans l'hémicycle, mon expérience de maire, finalement, elle enrichit ce que je peux faire en tant que parlementaire. Et quand on regarde les seuls, les députés qui n'ont pas d'attache locale, souvent sont parachutés et ne s'intéressent pas du coup à la circonscription. Et je pense que c'est complémentaire. En fait, j'ai un collaborateur en circonscription, j'ai un collaborateur au Parlement. Et moi, j'ai ce côté bicéphale qui est plutôt enrichissant. Donc on revient sur la loi. Vous pensez que ça va se faire naturellement? Et donc je pense que ça se fera naturellement et que le poste de député, après je dis pas qu'il faut tout cumuler, aujourd'hui maire, je peux être vice-président de toutes les agglos, d'aglo, je peux être président de syndicats, je peux tout cumuler. Et il y en a un parlementaire qui prenait la parole dans l'hémicycle et qui disait écoutez, tout le monde peut être député sauf les délinquants et les maires, puisqu'en fait ceux qui n'ont plus de droits civiques et les maires. Et je pense que ça à un moment c'était démagogique, mais je pense qu'il faut limiter un mandat national, un mandat local. C'est complémentaire, c'est ce que vous nous expliquez. Vous êtes né en 66, vous êtes engagé plutôt jeune en politique, vous étiez au jeune RPR, oui. C'est bien ça, avec l'appui de Franck Borotra, qui est l'ancien président du conseil départemental des Yvelines. En fait, j'ai débuté avec lui, j'étais son délégué jeune à l'époque, et ça a toujours été un de mes modèles en politique. À la fois chef d'entreprise aussi, qui cumulait, et qui à un moment aurait pu être élu encore de nombreux mandats, mais a décidé d'arrêter à partir du moment où il avait été ministre, il était président du conseil général, et il considérait que tout ce qu'il avait voulu faire passer, il avait fait passer, et ce qu'il n'arrivait pas à faire passer, finalement, c'était que c'était peut-être pas la bonne personne. Et il est sorti en haut de sa gloire, et avec cette force de servir, mais dans d'autres fonctions, et à la fois pour sa droiture, pour son esprit politique, pour son côté entreprise. Et votre engagement à vous en politique, il est venu comment? À quel moment vous vous êtes dit je vais rejoindre les jeunes RPR? C'est cette image de Franck Borotra avant même la question du parti ou... Ça s'est fait doucement. En fait, je suis toujours intéressé à la vie locale. Et au moment où on discutait en sortant d'entraînement sportif avec un militant, et c'est là qu'il m'a dit mais attends, si je portais des sujets, des principes sur ma ville. Et c'est là que j'ai rencontré Robert Wagner, qui était pareil, quelqu'un de passionnant
Et puis ensuite, je me suis investi dans le monde associatif, j'ai apporté ma vision politique. Pendant très longtemps, je n'étais pas encarté, et quand les gens avec qui je côtoyais s'en étaient même pas aperçus, puis je me suis encarté avec Franck Borotra, c'est au monde de Jacques Chirac. Et cet engagement ensuite aux côtés de Valérie Pécresse, parce qu'elle a été très présente aussi, Valérie Pécresse, sur la suite de votre parcours. Elle vous a soutenu pendant la campagne des municipales, pour le poste de député, une fois qu'elle a décidé de partir pour la présidence de la région, ce qui a provoqué cette élection législative sur la 2e circonscription. À quel moment vous l'avez rencontrée? Comment ça s'est fait? Quel lien vous avez? Dès le début, en fait, quand elle est arrivée. Parce qu'elle était responsable départementale aussi, donc dans les Yvelines, Valérie Pécresse, pendant un long moment aussi. Pendant longtemps. Mais quand elle est arrivée pour son premier mandat de parlementaire, sa première campagne, elle était donnée, si vous vous souvenez, il y avait Morillon qui devait nous exploser, qui était l'homme rassembleur. Valérie Pécresse qui arrivait et j'ai participé à sa campagne, sa première campagne. On n'était pas beaucoup à l'époque, on était 3-4. Et puis ça a continué comme ça et on a avancé parce qu'ensemble, on a fait tout ce chemin après où j'ai été directeur de certaines de ses campagnes. Parce que c'est pareil, c'était une famille qui écoutait, on pouvait s'exprimer et puis moi j'ai toujours été intéressé à pouvoir porter mes valeurs et puis à les partager. Et puis c'était quelqu'un de passionnant qui avait cette force de travailler énormément et du coup d'entraîner avec elle toute une équipe et à chaque fois pour sa région, pour sa circonscription, pour son département, pour la France. Quand on regarde, elle a toujours été aussi passionnée, aussi bien quand elle a été ministre du budget, avec la crise qu'elle a connue. Quand elle a été ministre enseignement supérieur de la recherche, c'est encore des lois dont on parle, et il n'y en a pas tant que ça, même la gauche n'est pas vraiment réellement revenue dessus. Donc c'est quand j'ai eu la chance en fait, de suivre Franck Borotra, qui était un homme important, Valérie Pécresse, pareil, avec toujours ce charisme, cette écoute et puis cette envie de servir. Alors vous parlez beaucoup des personnalités politiques, justement, hommes, femmes politiques, est-ce que certains vous séduisent, vous ont séduit à gauche dans d'autres familles ou ça s'est toujours naturellement porté vers la droite aussi? Non, ça s'est toujours naturellement porté vers la droite. Je dis pas que de temps en temps on peut avoir des engagements qu'on partage, mais ça s'est toujours porté à droite. Valérie Pécresse, on le disait, qui était très présente. En 2014, lors de la campagne municipale, elle vous a soutenu, quitte à s'opposer au maire sortant, le maire sortant de Vélizy, dont vous étiez l'un des adjoints d'ailleurs. Vous avez décidé ensuite de vous présenter face à lui. Campagne difficile, campagne dure, si on peut un peu revenir sur cette période-là. Parce que lui s'est maintenu, il s'est présenté, il y a eu un premier tour difficile, vous êtes arrivé en tête. Il y a eu une campagne difficile, en fait. Il n'y a pas une élection difficile, mais il y a eu une campagne difficile. Et parce qu'en fait, la campagne, moi je l'ai menée projet contre projet. Lui, j'ai eu le droit à toutes les attaques personnelles. Mais c'est difficile quand c'est au sein de la même famille politique en plus. C'est toujours plus dur, pas que pour les municipales, il suffit de regarder un peu l'histoire. Mais j'ai jamais voulu répondre. Alors, même si au niveau des équipes, c'est pas toujours facile. Au niveau de ma famille, quand j'ai des attaques personnelles, c'est des fois difficile à vivre. Moi, j'ai toujours. J'en ai jamais tenu compte, j'ai toujours tenu ma ligne, jamais répondu. Et je suis allé à la rencontre des Véliziens et c'est ce qui a marché. Et puis on a réussi à faire projet contre projet, avec 10 points d'avance au premier tour. Est-ce que ça a laissé des traces même humainement parce que vous l'avez vécu difficilement cette campagne, vous y repensez, vous vous dites en 2020, quand je serai candidat pour un nouveau mandat, j'espère que ça se passera autrement. Oui, j'espère, mais je regarde toujours devant, je regarde jamais derrière. Donc campagne difficile. Et puis maintenant, il y avait un projet qu'on met en place, il y avait aussi une gouvernance. La ville est redevenue apaisée parce que c'était très tendu à l'époque. Donc maintenant, je le vis sereinement et c'est mon caractère fait que de toute façon, ça glisse. Une ville apaisée, après la France apaisée, la ville apaisée, c'est aussi un bon slogan de campagne. C'était pas un slogan, pourquoi pas. Pourquoi pas. Cette ville de Vélizy, vous la connaissez depuis longtemps, vous aviez un engagement associatif, vous l'avez mentionné, club de judo, club de rugby, club de photographie. Cette ville de Vélizy, vous l'avez découverte quand? Vous y êtes arrivé à quel moment de votre vie? J'y suis né. Donc en fait, j'ai toujours vécu au niveau scolaire, au niveau associatif, mais c'était une ville très riche au niveau associatif, parce que déjà à mon époque, il y avait énormément de monde qui était de Véliziens de monde associatif. Aujourd'hui, il y en a 1 sur 2. C'est ce qui fait toute sa richesse, au niveau scolaire aussi. Et puis après, j'ai fait mes études à Versailles, mais je suis toujours resté, même en école d'ingénieur, quand j'ai fait la fac, ça a toujours été dans la région, soit de Versailles, soit de Saclay, Orsay. Donc j'ai toujours été un Vélizien et juste un moment où
les problèmes immobiliers ont fait que je suis parti à un moment dans la vallée de Chevreuse, mais ce qui m'a permis en fait, d'avoir une bonne connaissance de la circonscription. Puis après, je suis revenu à Vélizy. Malgré tout, j'ai cité le judo, j'ai cité le rugby, plutôt des sports offensifs, des sports de combat. C'est à l'image de la politique. Le parallèle était tout Oui, trouvé, le judo, c'est peut-être facile comme question. c'est le mais est-ce petit que qui ça gagne fait contre partie le gros, c'est le jeu de l'esquive. Et d'éviter les coups, finalement j'avais pas Donc c'est pensé, cohérent. mais ça peut être Judo, cohérent. rugby, Et puis le politique, rugby, c'est un peu ma manière de travailler, c'est une manière de travailler en pack. Donc oui, finalement ça vient peut-être de là. Alors ce territoire de Vélizy et plus globalement de la circonscription, c'est un territoire d'innovation et ça aussi c'est quelque chose qui vous intéresse. Il y a des grandes entreprises du tertiaire qui sont présentes. Cette volonté, cette implication dans ce secteur, vous en parlez un petit peu, vous nous dites que c'est quelque chose qui vous a toujours passionné, qui est l'innovation, la recherche. Je pars du principe que mon rôle c'est de créer un écosystème qui permette aux entreprises de créer de la valeur. Donc l'élu n'a pas à rentrer dans la gouvernance de l'entreprise, mais par contre avoir des réseaux de transport, avoir des liens entre les entreprises, avoir du logement. Et donc ça c'est tout mon rôle. Donc souvent j'allais dire que je fais aussi le VRP et je vais chercher des grands groupes pour leur vendre ma ville et puis je suis aidé aussi des entreprises qui viennent de là. Donc là c'est plus ma vision de chef d'entreprise. J'ai été aussi très engagé dans le monde syndical de l'entreprise. Donc voilà, c'est mettre au service mon réseau, ma vision des choses pour faire en sorte que on ait un terrain de création, de croissance. Et là, je suis servi parce que Vélizy, qui était isolé, demain va pouvoir se trouver au centre de tout un environnement économique et d'innovation. Vous avez Paris-Saclay, vous avez Satori qui va se développer, vous avez Saint-Quentin en Yvelines. Vélizy qui fait partie de Versailles Grand Parc, on ne l'a pas reprécisé depuis peu finalement. Et puis, depuis le début de l'année. Voilà, et puis il y a ce secteur de Satori qui effectivement correspond aussi avec les ambitions de Vélizy. Qui peut être un projet fabuleux. Paris-Saclay aussi, vous avez Orly derrière. Donc là, on peut vraiment faire un territoire tel que la Silicon Valley, ou un lieu de recherche, d'innovation et de création de richesse, donc de création d'emplois. Justement, il en manque quoi aux entreprises aujourd'hui? Parce que vous avez à la fois cette casquette de chef d'entreprise, vous étiez impliqué dans la vie de l'entreprise. Est-ce que vous êtes d'ailleurs encore toujours chef d'entreprise? Vous avez le temps? Vous avez mis de côté tout ça? Et justement, qu'est-ce qui manque aux entreprises pour pouvoir embaucher, pouvoir créer de l'emploi? Parce qu'on voit le chômage qui progresse. La confiance. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous apercevez que il y a des investisseurs quand même, il y a de l'argent. Mais c'était un peu tout le but de la loi sur le travail, c'est de redonner confiance, puisqu'aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y a des petites entreprises qui ont peur de recruter simplement pour répondre à un marché, à une commande, et du coup, ne voient pas leur chiffre d'affaires se développer. Alors que si elles avaient confiance, elles pourraient embaucher une personne pour répondre à un appel d'offres. Souvent, quand on répond, quand on se donne, on l'obtient. Et pour développer de la croissance, là, il y a une force d'attente. Et l'entreprise qu'elle souhaite, c'est, moi quand j'étais chef d'entreprise, la loi, qu'elle soit faite à droite ou à gauche, m'allait jamais. Par contre, il y avait quand même une vision, et mon but, c'était d'anticiper et de m'adapter. Et alors que là, aujourd'hui, la réalité d'aujourd'hui n'est pas la réalité de demain. Donc du coup, La flexibilité. Le mot-clé, c'est la flexibilité. Oui, flexibilité, mais surtout c'est tabou encore. avoir une flexibilité, vision long terme. C'est-à-dire qu'en fait, que la loi soit bonne ou pas bonne, il ne faut pas qu'elle change tous les jours. On quitte peut-être un petit peu de cette vie locale et puis cette vie de l'Assemblée, puisque vous prenez position aussi sur des questions d'ordre national, au niveau du choix pour le candidat de la primaire de la droite et du centre. Votre candidat, c'est François Fillon pour la présidentielle de 2017. Pourquoi François Fillon? Qui, au gré des sondages, varie entre 3e, 4e place. Oui, alors après on pourra parler de la place, mais en fait, je le connaissais comme tout le monde avant d'être élu. Mais la manière dont il portait les choses, son analyse, en fait, moi ce qui m'a séduit chez lui, c'est un beau diagnostic, une remise en cause aussi de ses erreurs quand il était Premier ministre, et l'envie de dire clairement que ça plaise ou pas ses engagements, son programme, avant l'élection, pour pouvoir être légitime et le porter tout de suite, et que les 100 jours, ça ne soit pas simplement un slogan, mais ça soit réellement l'utilité, l'attente d'aujourd'hui des Français. Et moi je vois même dans ma campagne électorale, les gens étaient prêts à des réformes, puisque de toute façon aujourd'hui on voit bien qu'on va dans le mur. À partir du moment où on les explique, on les met dans un ensemble avec une vision de ciel bleu derrière. Le but c'est pas des réformes dures pour des réformes dures. Et c'est le seul qui est capable de ça.
Et ensuite, quand j'ai été élu, j'ai eu la chance d'avoir tous les candidats au téléphone ou de les voir. Le seul qui m'a pas parlé de lui, mais qui s'intéressait à ce que pensaient les citoyens, les électeurs que j'avais rencontrés pendant 3 mois, qui voulaient avoir une analyse autre, voire mon analyse de chef d'entreprise aussi, c'était lui. Et maintenant que j'ai appris, enfin je travaille plus souvent avec lui, que je suis plus au quotidien avec lui, finalement l'homme que je connaissais pas m'a encore plus séduit, je suis encore plus motivé. Et oui, aujourd'hui, il est, on va dire, 3e. Mais Vous mettez de côté Bruno Le Maire, qui pourtant est pas très loin. oui, c'est un épiphénomène pour moi. D'accord. Mais C'est sévère, c'est très critique, épiphénomène. C'est un coup d'épée dans l'eau de soutenir Bruno Le Maire. non, je dis pas que. Mais on ne peut pas défendre un personnage qu'on n'est pas. Et quand Bruno, qui a plein de qualités, Bruno Le Maire, explique oui, bah écoutez, regardez, il faut m'essayer parce qu'on a tout essayé. Lui, il a fait des cabinets, il a fait toute sa carrière dans des cabinets de ministère. Et quand il explique oui, je suis le seul à avoir démissionné de la fonction publique, Valérie Pécresse l'avait fait. François Fillon ne peut pas le faire, il n'a jamais été fonctionnaire. Donc après, voilà, il faut qu'on défende un projet, mais qu'avec une personnalité qu'on a et qui n'est pas transformée. Non, c'est pas méchant, c'est que chacun apportera des choses. Mais François Fillon peut refaire son retard. Et Oui, je pense que candidature de François Fillon Nicolas pourra faire Sarkozy. son Alors. retard. On n'a pas Et moi, je évoqué suis Nicolas Sarkozy, impressionné. que vous avez côtoyé aussi. Nicolas Sarkozy, je pense que je ne remets pas en cause ce qu'il a fait, dans une situation difficile, où on s'en est plutôt pas si mal sorti pendant son quinquennat. Aujourd'hui, que ça soit juste ou pas juste, vous êtes sortant, vous avez perdu. Il faut que vous apportiez votre pierre à l'édifice, mais c'est compliqué de repartir. Et je vois aujourd'hui tous les électeurs que j'ai pu côtoyer pendant ma campagne, ils sont passés à autre chose. Mais c'est malgré tout le président des Républicains aujourd'hui. C'est un bon président. C'est un bon président pour les Républicains. Oui, il a organisé la primaire, il porte des idées, il porte le débat. Aujourd'hui, oui, je pense qu'il peut apporter sa contribution à ça. Mais si on se retrouve, les gens ne veulent pas rejouer le match Hollande-Sarkozy. Et si on a Hollande-Sarkozy, tout peut arriver. Je pense que, voilà, et puis François Fillon, aujourd'hui, c'est plus facile de faire de la com une fois qu'on a un bon projet que de faire de la communication sans projet. Lui, il est avec le projet, ça personne ne le remet en doute. Il est porté là-dessus. Il va maintenant, il faut vendre le produit. Et ça, je pense qu'il sait faire. Et même les journalistes qui nous suivaient ont été souvent surpris par le nombre de personnes qui l'entouraient quand il a réuni tous ses soutiens, tous ses comités de soutien qui venaient pour travailler tout un samedi matin. Il y avait 1000 personnes. Maintenant, puis il y a les chefs d'entreprise, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont derrière lui. Il y a la Vous, la campagne est encore longue. La campagne est encore longue. Je suis persuadé que de toute façon c'est le seul qui peut redresser la France. Et puis quand un de vos confrères me disait mais bon, pourtant on aurait pensé que vous alliez voir Juppé parce que pour débuter c'est le plus facile et c'est celui qui a l'impression de gagner. Moi je pars du principe que c'est plutôt mes idées, mes valeurs qui doivent être portées. Et puis par contre après j'ai pas l'habitude de perdre donc voilà, je pense qu'il va gagner. On va écouter juste un micro-trottoir pour terminer sur cette question. François Fillon est-il le meilleur des candidats? Écoutez. Bah, il a déjà prouvé pendant 5 ans, il n'a pas fait grand-chose, donc voilà, il faut qu'il laisse la place aux autres maintenant. Là, c'est super aléatoire, je ne pense pas, je laisse encore avoir le programme, comment ça va se passer. C'est toute une histoire tout ça en fait. Alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Oui, il n'y a pas mieux, je pense. Je sais pas. Il y en a tellement qu'on ne sait plus. Il y en a de trop. Il y en a peut-être encore qui vont se présenter. Pourquoi pas? Je suis un peu écoré de tout. Je sais pas. Je peux pas. En ce moment, ça se bouscule. Celui qui a les meilleures idées. D'accord. En sortir vainqueur. Oui, j'ai quand même de la sympathie pour lui. Oui, je reconnais. Je reconnais honnêtement. Oui. Il reste encore un peu de chemin, il y a encore des indécis, il va falloir les convaincre. Mais c'est que les gens ne sont pas dans la primaire. En fait, on n'est pas encore rentré dedans. Ça sera en novembre. Il y a les après, candidats jusqu'en juin, ça va réellement démarrer septembre, octobre. On va voir qui restera novembre. candidat, parce qu'il faut aussi Voilà, les après, je parrainages, pense les qu'on aura soutiens des 4 ou élus 5. pour être officiellement candidat. Mais il est à la clair que primaire. même pendant la campagne, et c'est ce qu'il m'avait demandé, d'ailleurs, François Fillon m'avait demandé dans la primaire, j'ai dit mais personne n'en parle pendant la campagne. Donc aujourd'hui, c'est tout un chemin. Et oui, ça, alors par contre, ça reflète assez bien. Voilà, c'est
c'est loin. Mais il n'y a pas de personne. Il n'y a pas de rejet. Enfin, dans les gens qu'on a rencontrés, il n'y a effectivement pas de rejet très net. Et je pense que c'est comme un produit, quand on a le bon produit, il faut le vendre. Et là maintenant, il y a tout. C'est ce qu'il fait, il s'organise, il fait des propositions qui sont tout le temps assez consensuelles mais fortes. Donc, mais oui, là, on en parlera après l'été. Et la suite pour vous? Parce que 2017, il y aura à nouveau des élections législatives. J'y retourne. Vous êtes candidat. Donc là, j'ai un petit CDD d'un an. Voilà. À l'essai pendant un an. Un CDD d'un an. Vous serez candidat, c'est acté? Ah oui, c'est acté. Enfin, ça n'a jamais été mis en doute. Non, je me serais pas présenté pour un an. Et puis, je vois que là, en plus dans l'opposition, j'espère dans la majorité plus tard. Donc là, apporter encore plus de projets, avoir plus de contributions à faire et me servir de mon expérience d'entreprise pour faire progresser mon pays, j'y vais passionné. Merci Pascal Thévenot, invité donc de ce café politique. Merci à vous.